Bonjour. Pour ce carnet de Julie à Nantes, je vous propose de découvrir la capitale des pays nantais par des chemins de traverse. Et vous allez voir qu'elle n'en manque pas, cette douce cité portuaire, puisqu'elle est à cheval entre les embruns de l'Atlantique, la douceur des bords de Loire, sans oublier son affluent principal, l'Erdre. Et c'est justement sur une gabarre récemment restaurée, ces embarcations autrefois destinées au commerce fluvial, que l'on va débuter notre parcours. Le menu ne manquera pas de surprise, puisqu'ici les macarons se cuisinent au fromage, la vache nantaise au thon et les légumes à la japonaise. Comme quoi, il y en a sous le biscuit à Nantes. Un matin comme celui-là, il y a juste un an déjà, la ville avait ce teint blafard lorsque je sortis de la gare. Nantes m'était alors inconnue, je n'y étais jamais venue. Il avait fallu ce message pour que je fasse le Bonjour, bonjour. On peut embarquer? Bienvenue à bord de Gabarra 1715. Enchanté. Élodie et Christian. Bonjour. Bienvenue à bord de Gabarra 1715. Donc ouais. j'imagine que c'est l'année de construction, c'est ça, du bateau? Oui, la première gabarre a été créée sur la Dordogne en Oui, c'est ça. 1715. Moi, j'identifie plutôt les gabarres dans cette région-là, ouais. Exactement. Et après, ça a été donc apporté jusqu'à ici. Les marchandises arrivaient par des navires de commerce de l'Atlantique et ensuite les gabarres achminaient ces produits en France par la Loire, c'est ça en fait? Tout à fait, parce que les bateaux avaient trop de tirants d'eau pour arriver jusqu'à Nantes. Bien sûr. Donc Nantes a toujours été une plaque tournante finalement commerciale. Ah oui, complètement. Donc Julie, si vous voulez monter sur le poste de pilotage à l'arrière, plaisir. on va préparer la manœuvre. Ouais. Et si tu veux tenir le volant pour le moment. D'accord, bah ça je peux le faire. Ouais, ça va. Et puis il faudra que tu le braques complètement sur bâbord, sur la gauche. D'accord. Bâbord à gauche. Et ça, c'est sympa parce que ça me prépare déjà le gouvernail derrière. Préparons le gouvernail. Après avoir rénové de fond en comble cette gabarre, Christian et sa femme Élodie ont créé des promenades découvertes de la Loire et ses affluents. Aujourd'hui, c'est Élodie qui dirige l'embarcation et Christian qui sera mon guide. Vous êtes venu à ce métier, parce qu'aujourd'hui c'est votre métier, par hasard ou c'est Alors une moi, je suis passion un de malouin longue date? d'origine. Alors bon, j'ai skippé quand j'étais plus jeune et là, c'est un peu retour aux premières amours. C'est un peu passionnel. J'adore être sur l'eau. Hello Max, tu vas bien? Vous vous connaissez tous finalement? Ah, maintenant, oui. Ah, oui. Donc là, on sort du Grand Canal, parce que Nantes, c'était composé de beaucoup d'îles, donc on l'appelait la Venise de l'Ouest, dans le temps avant les comblements. Et là, nous allons passer sous le plus beau pont de Nantes, qui est de 1885, qui est un pont de Gustave Eiffel, avec les armoiries de la ville de Nantes. On peut distinguer une feuille de chêne et une feuille de houx. Sur le pont de Nantes, un balier donné sur le pont de Nantes. Chêne et houx, deux symboles forts de la mythologie celtique. La belle Hélène. De quoi se restaurer avec les petits produits locaux. Oh, le rêve absolu! Le pain de pain beurre et puis les terrines de côté quai. Ce qui est fou, c'est qu'on est parti il y a 10 minutes, même pas. Oui. Et on est dans une nature Dans un écrin de verdure tellement complètement. dépaysante Ah ouais. et préservée. On est complètement coupé de la ville. Ouais. Nous passons devant le manoir de l'Atelet, qui est une des plus jolies folies de l'Erdre. Les Folies étant ces châteaux qui ont été construits au bord de l'Erdre et de la Loire aussi, c'est Oui, ça? et de la Loire. Il y en a une centaine sur Nantes et sur l'Erdre, vous avez 40 folies. Et c'était alors quelle époque? On peut dire du 14e au 19e. François Ier disait que c'était sa plus belle rivière. La gabarre de Christian et Élodie est un merveilleux moyen de découvrir les paysages nantais. D'autant plus quand la balade est accompagnée d'une dégustation typiquement locale avec muscadet et succulentes terrines artisanales. Non mais attends, on est tellement bien là. C'est un kiff total. Ah, j'adore le maquereau là. Ouais, Ah bah, c'est mon préféré, avec le Ah citron ouais. confit, là, ouais, il est terrible. Hyper bon. Ouais, c'est pas mal. Pour notre retour, j'apporte quelques tartines à Élodie pour qu'elle puisse lâcher la barre. À moi de jouer les capitaines. La première recette des carnets de Julie version Nantes sera mijotée par Sybille. Sybille est institutrice. Elle habite le centre-ville de Nantes et elle a été confrontée malheureusement à travers ses enfants à l'allergie aux œufs.
Alors, elle a imaginé une cuisine sans œufs, elle en a même fait des livres. Et elle nous propose, à ma grande surprise, des macarons, non pas des macarons sucrés, mais des macarons salés au curé nantais, fromage nantais par excellence, et au lard. Et pour remplir son panier de tous les bons ingrédients, Sybille se rend sur le plus ancien et le plus vaste marché couvert de la ville, le marché de Talensac. Construit à la place des anciens abattoirs de la cité en 1937, il accueille une profusion de producteurs et regroupe tous les produits du terroir. Chaque semaine, 5 à 6 000 Nantais viennent faire leurs courses dans ce temple du goût. Sybille et sa fille cadette Hortense ne coupent pas à cette tradition. Donc on va aller chercher du beurre, fromage et curé nantais. Enfin, c'est du fromage. Quoi comme fromage? Bah, on va voir ce qu'ils nous proposent. Bonjour mesdames, mademoiselle. Tu vas bien? Oui. On va prendre du curé nantais. Ouais. Mais alors un petit curé au muscadet ou nature? Nature. Le curé nantais, qui porte ce nom en hommage à l'ecclésiastique qu'il a créé au XIXe siècle, est une pâte molle au lait de vache cru et entier, à la saveur de terroir prononcée. Allez. Merci. C'est bon? Oui. Ah, c'est trop bon le curé nantais. Quoi? C'est trop bon le curé nantais. Trop bon le curé nantais. Bon, bah, je crois qu'on est bon là. À la Bon appétit prochaine. pour les macarons? Oui. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir mademoiselle. Pour leurs macarons, Sybille et Hortense prennent également de la poudre d'amande fraîchement broyée, c'est l'ingrédient principal, et du lard fumé chez leur boucher habituel. Bonjour. Combien voulez-vous? 300 grammes, s'il vous plaît. 300 grammes. Et 5 €, 25 €. Merci. Eh bah, dis donc, on a tout. Les macarons. On n'a plus qu'à les faire. Micheline me mène jusque chez Sybille, mais encore faut-il qu'elle me laisse sortir. Ah, quand même. Bonjour Sybille. Ah, ça y est, bien revenu du marché? Bah oui. Ça y est, on a tout. On a tout pour On est faire prête. les fameux macarons. Exactement. Alors c'est ici que tu mijotes toutes tes recettes sans œufs. Exactement. C'est ici que j'ai tout créé, puisque depuis le début, je suis dans cette même cuisine. Finalement, quand on se retrouve face à cette allergie, on invente une nouvelle cuisine, alors c'est ça? Bah oui, moi j'ai inventé une nouvelle cuisine parce que j'aimais beaucoup faire de la cuisine avec mes enfants, mon mari. Je me suis dit, on ne peut pas arrêter ça. Donc il faut trouver autre chose. Et qu'est-ce que tu utilises pour remplacer les œufs alors? Ça dépend vraiment des recettes. J'utilise beaucoup le yaourt. Le lait concentré non sucré est très bien pour ça aussi. Et après, pour tout ce qui ne cuit pas ou qui cuit avec une température très faible, j'utilise du jus de pois chiche. D'accord, comme les macarons. Comme les macarons. Qu'est-ce que tu appelles du jus de pois chiche? En fait, on prend une boîte de conserve de pois chiches. Ouais. C'est vraiment pas cher, c'est ça qui est pratique. On verse les pois chiches. Alors, je suis devenue la reine de l'houmous parce que j'aime pas trop Il faut bien jeter. utiliser les pois Voilà. chiches. Et puis, bah, c'est ce jus-là D'accord. qu'on garde. Alors, Donc il faut c'est le jus de macération du pois chiche. le jus de finalement. cuisson, voilà. Et donc, ça monte très bien. Donc, on va... Nous débutons la recette en préparant un sirop de sucre, mélangé à 50 g de muscadet, le vin blanc sec local, produit au sud de Nantes. On va ajouter le sucre. Et ce mélange-là, on va le monter donc à 118 degrés comme un D'accord, comme un sirop, quoi. sucre cuit traditionnel, d'accord. Donc là, on prend le jus de pois chiche et on va le monter dans le batteur. Et on voit déjà que ça... Ouais, ça mousse. Et ça donne pas de goût? Alors, ça sent, mais une fois que c'est cuit, ça sent plus. Ah, d'accord. Au début, ça sent un peu. Ça sent le pois chiche, mais c'est pas mauvais. Ouais. Bah, les enfants, au début, ils disent... Ouais. Et donc là, comme ça a un petit peu monté, on va ajouter le sucre comme on fait avec les blancs d'œufs. D'accord. Comme le blanc d'œuf, le jus de pois chiche est composé de 80 % d'eau et 10 % de protéines. En le fouettant, on obtient ce même résultat mousseux. Ah, c'est incroyable, on dirait vraiment une meringue à l'italienne traditionnelle. Le sirop au muscadet versé, Sybille ajoute une pincée de colorant alimentaire. Et C'est un libre à chacun, quoi, un j'imagine. soupçon d'orange. Un soupçon. Pour d'accord. essayer d'avoir la couleur du curry nantais.
Ouais, là, c'est bien. Et bat le tout de nouveau pendant 5 minutes. Notre institutrice associe 150 g de poudre d'amande à du sucre glace, temps pour temps, qu'elle rebroie et tamise pour obtenir la poudre la plus homogène possible. Puis elle verse le tout dans le jus de pois chiche monté. J'y vais, je mets tout. On met tout comme ça, On se pose pas de questions. Exactement. On voit que ça coule en formant un ruban. Donc c'est ce que tu cherches. Voilà. Donc là, notre pâte, elle est prête. On va la mettre en poche. On a une sacrée pro. Hein. Et puis, on va la pocher, quoi. T'as fait combien d'essais avant d'élaborer ta recette? Plusieurs. Quand je pâtisse et que je crée une nouvelle recette, je réfléchis beaucoup avant. J'invente un peu dans ma tête et après, voilà. Et donc, une fois que j'avais lancé l'idée, j'ai dû en faire 2, 3, mais pas plus. Regarde, ils sont de mieux en mieux. Ouais, Tu vas devenir gentil. une pro avant de partir. Ah oui. Donc, on va enfourner pour 21 minutes. 21 minutes précisément, c'est l'expérience qui parle. Nous allons pendant ce temps préparer la ganache. Et Hortense, la cuisinière en herbe de la maison, nous rejoint pour cette opération. Et alors Hortense, toi t'aimes bien cuisiner avec maman? Oui, bah, je le fais tout le temps. Enfin, Tu le fais tout le temps? T'es tout quand le temps il dans la faut, cuisine? sauf qu'avec les œufs. Remarque, t'as intérêt parce que pour la voir, il vaut mieux être dans la cuisine, c'est ça? Hein, parce que j'ai l'impression qu'elle passe beaucoup de temps dans la cuisine. Alors, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de cette poitrine? Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Hortense, tu vas On pouvoir la dire à coupe Julie. en morceaux, je crois. On la coupe en morceaux, mais en petits lardons? Bah, faut la couper en lardons et après on la coupe en petits carrés. D'accord, comme ça. Voilà, Ça te va, d'accord. Ça se coupe comme ça ou comme ça? comme ça. Ok. Comme Fais ça. attention à tes doigts, hein. Oui. C'est ça. Donc là, on va faire infuser Ouais. donc, notre curé nantais dans du muscadet. Sibylle porte les 150 g du fromage découpé en dés à ébullition avec 120 g de vin et je fais revenir les lardons de poitrine fumée. Donc là, on voit que la masse se sépare du liquide. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le liquide. Je taille les pistoles de chocolat blanc, enfin celles qu'il me reste. Chaque gâteau de monde, toujours une. Voilà. Et qu'elle a le tourner, j'en prends un. C'est vrai? Oui. Bah, c'est pour ça que c'est bon. Donc là, je vais filtrer en Ouais. même temps. Ton jus de fromage. Mon jus de fromage, oui. Jus de fromage que Sibylle verse sur les morceaux de chocolat blanc. Donc on voit bien que ça fond. Ouais, en C'est parce effet. que ça a été très Ça bien sent haché. Et là, non, on touche surtout pas tout de suite. On laisse, d'accord, on laisse reposer. On laisse Allez, reposer laisse un reposer tout aussi. petit peu. Et comme Pour ça, que ça la chaleur va... pénètre. Voilà. On fait quoi? Pas très très longtemps. Et après, on va remuer. On voit la ganache qui apparaît petit à petit. Moi, j'adore ce moment-là. C'est hyper joli. C'est assez magique. Elle est parfaite. Donc là, ça, on va la mettre au réfrigérateur. D'accord. Donc là, c'est fini. Voilà, jusqu'à ce qu'elle soit bien froide. Eh ben très bien, tu sais quoi? Ça va me donner l'occasion de noter la recette. Ah, c'est le moment de la dictée. Mais oui, c'est le moment de la dicter. Pour les macarons de Sibylle et Hortense, prenez pour une trentaine de macarons 150 g de poudre d'amande, 150 g de sucre glace, 100 g de jus de pois chiche, une demi-cuillère à café de colorant alimentaire, 15 g de sucre extra fin, 150 g de sucre en poudre, 50 g de muscadet et une pincée de sel. Pour la ganache, il vous faudra 120 g de muscadet, 150 g de curé nantais, 150 g de lard fumé, 100 g de chocolat blanc. Alors, le lardon, on va le mettre bien au centre. La ganache bien raffermie, il ne reste plus qu'à assembler les macarons. Il y a une petite surprise à l'intérieur. Alors finalement, cette recette, on pourrait l'adapter à tous les fromages, tu crois? Alors, ça dépend parce que si on a des fromages avec des pâtes molles qui vont fondre, Faut des pâtes cuites. voilà. Allez. Merci Sibylle, merci Hortense. Oh là là, c'est trop bon. Ils sont aussi bons que d'habitude. Oh là, moi je pense que je vais arrêter la cuisine aux œufs. Hein. Bon, bah il n'y a plus qu'à en faire 450 pour demain. Pas de problème. Je pense qu'on n'est pas loin en plus. Le rendez-vous est pris pour le banquet demain, mais d'ici là, il me reste plein de découvertes nantaises à faire. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour, cher monsieur.
Je suis rentrée dans votre boutique parce qu'elle m'a vraiment tentée. J'espère bien. Est-ce que je peux vous renseigner? Mais pourquoi pas, oui. Alors, j'ai vu que votre enseigne, c'était les rigolettes. Qu'est-ce que c'est, les rigolettes? Ah bah venez donc, je vais vous faire goûter si vous voulez bien. C'est un bonbon typique de Nantes? C'est joli, effectivement merci. une Ouais, confiserie avec qui a été inventée à Nantes en 1902 Ah oui, et donc qui est plus que vendue centenaire. quasiment qu'à Nantes. Donc c'est une fine coque de sucre, cuite à la vapeur et fourrée d'une pulpe de fruits. Ah oui, donc contrairement au berlingot... Son grand frère, c'est effectivement. Ça, oui, ça s'apparente au berlingot. On est dans quelque chose Tout le de monde plus veut tendre. l'apparenter au berlingot, mais c'est deux confiseries totalement différentes. L'avantage de la rigolette, c'est qu'on peut laisser fondre ou croquer comme on souhaite. Et à l'intérieur, vous n'avez que du fruit écrasé. Mhm. C'est pas de la confiture, c'est pas de la pâte Oui, de la coque fruits, est assez c'est fine. que du fruit. Mhm. Oh, c'est subtil. J'ose espérer. En 1902, on faisait des choses et traditionnelles et avec des produits naturels, donc il n'y a pas de raison que Et pas trop ça ne sucré. perdure pas. Pourquoi ça s'appelle rigolette? C'est le nom du chat de l'inventeur. Le jour où il a inventé la rigolette, il a perdu son chat. Et contrairement à la comptine, le Perlus du Cru n'était pas nantais parce que personne ne lui a ramené. Donc, il a donné le nom de son chat à la confiserie qu'il venait de créer. C'est délicieux. Il faut 5 personnes simultanément, entre 5 et 7 personnes pour faire une rigolette. Donc, c'est C'est très technique. très compliqué, très long et la plupart du travail est manuel encore. D'accord. Alors moi, je vais vous prendre une boîte de rigolettes parce que non seulement c'est bon, mais en plus c'est joli. Cette boîte est vraiment Alors, jolie. cette boîte, c'est la copie de la boîte de 1902. Ah, c'est ça, d'accord. C'est la boîte originelle. Elles feront le tour de Nantes C'est pour parfait. m'accompagner jusqu'à notre banquet. Très bien, dans la superbe voiture rouge. Si vous voulez bien, absolument. Ben, c'est On va s'en parfait, régaler alors. avec Micheline. Eh bien, il n'y a pas de problème. À bientôt, merci beaucoup. Ben, merci, et Au bonne revoir. journée, bonne visite de Nantes. Merci. Well, it's been a long time now since I've seen you smile. Nantes réserve d'autres surprises. Il suffit de déambuler dans l'ancien quartier ouvrier de Paimboeuf et de pousser la porte d'un troquet pour s'en apercevoir. Bonjour. Bonjour. Alors, il paraît que c'est le temple de la boule nantaise ici? Un des temples. Il reste 13 jeux en fait sur Nantes. D'accord. Voilà. Et avant, il y en avait une centaine après-guerre. D'ailleurs, il y a un grand espace derrière pour oui, montrer d'accord, tout je ça. vois. Ouais. Ah, ben, je vais aller voir ça. Et c'est Jean-Charles, le président du club, qui va me donner tous les secrets de ce jeu populaire et exclusivement nantais, entre pétanque et billard français. Alors, si vous regardez la forme du jeu, ça représente plus ou moins un fond de péniche. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est-à-dire que dans le temps, les mariniers, quand ils allaient charger au port de Chantenay et Ça tout se joue ça, dans les bateaux. ouais, et, selon les temps de chargement qui étaient plus ou moins longs, ils jouaient à fond de cale, ils se faisaient une petite boule. Et ensuite, le port de Chantenay a disparu, malheureusement. Et donc, les gars, ils ont remis ça dans les cafés de quartier, En reproduisant, en le fond de reproduisant cale. le fond de péniche. D'accord. Voilà. Chaque extrémité du jeu, ça s'appelle un talon. Il est obligé que vous ayez un pied qui touche le talon. Et le deuxième impératif, contrairement à la pétanque, on n'a pas le droit de jeter les boules en l'air. Il D'accord. faut qu'obligatoirement, la boule elle parte en roulant D'accord. au sol. Et on dit que tant que la boule elle roule, elle est toujours vivante. D'accord. Donc voilà, on va rentrer chacun un dans une équipe, comme vous êtes 2 contre 2. Alors qui c'est qui veut jouer avec Julie? Vous battez pas les gars. Hein. Je comprends que vous ayez envie de gagner en même temps. Le plus ancien alors. Ah, c'est gentil, merci. Donc on est bien d'accord. Il faut que cette boule aille au plus proche du petit. Voilà. C'est ça, là-dessus, on est Principe, d'accord. c'est le principe. Et là, je pousse doucement. Je sens le truc pitoyable. Ouais, ça roule, ça roule. Tant que ça roule, la boule est toujours vivante. Ah, elle est vivante. Eh non. Non, non, là, elle est partie dans les limbes. En fond de cale. Voilà. Bon, déjà, elle a roulé. Déjà, ouais. À force jouer une autre. là. Positive, les choses. J'ai droit à un deuxième lancer et je reste optimiste. Vous me conseillez quelle stratégie? Il faut monter un petit peu en charge. Monter en charge, c'est-à-dire plus fort. Passer au-dessus de la C'est-à-dire, en Passer fin de compte, au-dessus. faut Faut aller par là. Faut aller à gauche. Par là. la gauche et que ça redescende. Retomber devant la blanche, là, voilà. Ok, les gars. Ah, c'est fort quand même. Voilà. Voilà, c'est Ah pas mal. non, ça m'a tapé dans le boum. Mais après, il y a du retour. Ah, il y a du retour. Ouais, s'il y a du retour, il y a de l'espoir. Voilà.
Si, c'est bon. Ouais, là, je me suis rapprochée du petit, Voilà. là. Normalement, c'est bon. Et il est blanc. Il est blanc. On a le point? Il y a un blanc. Voilà. Et c'est votre boule qui a le point. Il n'y a pas grand-chose. Et alors? Je m'arrête sur ce point victorieux et laisse nos boulistes nantais à leur jeu pour reprendre mon périple gourmand au fil de la Loire et de ses affluents. Bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur. Maintenant, on va mettre le cap à l'est. On va suivre la Loire. Et on va se rendre à la Chapelle Saint-Sauveur pour rencontrer Frédéric et Hélène. Hélène a développé une ferme où elle cultive des légumes bio, mais pas seulement bio. Elle les cultive en permaculture. Ces légumes sont d'inspiration japonaise. Et Frédéric, qui lui est photographe, est néanmoins très inspiré par les légumes d'Hélène, évidemment, puisqu'il a les chances de les avoir dans son jardin. Et il nous propose une recette, pas d'inspiration japonaise forcément. Il est top. Hein. Il est juste posé comme il faut. Ni trop ni trop peu. C'est vraiment bien. Une terre très pierreuse, très argileuse, donc très dure à travailler. Tout est fait à la main. Donc c'est-à-dire que ce soit la récolte, que ce soit le désherbage, le binage, l'arrosage. Même j'ai certaines graines qui sont tellement rares en fait que je les sème vraiment graine à graine à la main en fait. Là vous avez vraiment un travail d'orfèvrerie en fait du légume. En 3 ans, Hélène a développé sur les terres que Frédéric et sa femme lui ont concédées un maraîchage d'à peine 1 hectare, mais qui concentre une forte diversité de légumes. Tous sont cultivés en permaculture. La permaculture, c'est travailler avec la nature et non pas contre elle. C'est se servir de tous les éléments qui sont autour de nous comme d'un allié. Donc là, par exemple, nous, on a beaucoup d'arbres. Et puis bon, c'est la période où les feuilles tombent, donc on a beaucoup de feuilles. Donc on se resserre de ça finalement pour couvrir le sol et nourrir la terre. Alors le Japon, ici à la ferme d'Arto, c'est vraiment une influence importante parce que c'est des produits en fait qui ont une sucrosité et une tendreté de chair que vous ne trouvez pas dans des produits que nous on a l'habitude de cultiver. Des légumes qui, grâce à l'attention permanente d'Hélène, se sont bien adaptés au climat et aux terres nantaises. C'est un daikon, donc de la famille des radis. Alors là, on est sur un super navet japonais. Alors là, on a la tendreté de la chair, on a vraiment le juteux et on a le léger piquant, qui est classique. Et là, vous avez des feuilles. Là, elles sont extra. Et en fait, ces feuilles-là qui sont au centre sont vraiment indicateurs du goût que va avoir le produit finalement. Des légumes et racines plus fins qu'il n'y paraît et qui déploient toute une gamme de nuances aromatiques au fil des saisons. Vous avez le moment où le légume en fait, est appelé primeur, donc vraiment le départ de la saison. Donc le légume souvent est jeune, croquant, juteux. Et donc là, c'est une première micro-saison. Après, vous avez la pleine saison, où le légume se gorge en sucrosité, où il va s'exprimer plus pleinement. Et puis, vous avez la fin de saison. Et là, vous avez vraiment des arômes beaucoup plus complexes qui se développent. En fait. Et moi, c'est vraiment ce que j'essaie de trouver, c'est vraiment de proposer le légume à l'apogée de son goût, vraiment là où il s'est exprimé pleinement. Hélène et Frédéric sélectionnent méticuleusement les plus beaux d'entre eux pour la recette que nous allons concocter. Ça devrait être bon là, par ce qu'on a pris tout à l'heure. Ouais. Une autre, hop, tiens. Allez, c'est parti. Celle-là, c'est pour ce soir. Allez, bisous. Bonjour. Bienvenue. Bonjour, merci. Ah, elle est étonnante cette cuisine, c'est magnifique ça, qu'est-ce que c'est?
Alors ça, c'est l'ancien pressoir de la maison, parce qu'ici, il y a quelques décennies, il y avait des vignes qui étaient faites. Bien sûr. Et donc, ils produisaient du vin. Et donc, le chèque à l'entrée, donc il y avait... Donc, vous avez récupéré le Oui, pressoir exactement. pour en faire. C'est très beau, c'est une très belle idée. C'est le support spectaculaire. d'évier. Et puis ça, c'était l'ancienne partie, en fait. Petite grange où il y avait un four à pain fonctionnel. Je découvre la récolte du jour, un daikon d'automne, du navet, des carottes, petits oignons, que nous cuisinerons tous entièrement de la racine aux fans. Ce qui est intéressant sur un produit comme ça, c'est qu'on va avoir plusieurs goûts suivant la partie du légume. Et là, c'est comme ça qu'on va le travailler. Ah oui. Et Hélène ils sont bichonne vivants. beaucoup ces légumes. Ouais. Ah ouais, ça se voit. Donc là, on démarre par le bouillon. Oui. Alors, on est Donc, parti. Voilà, pour qu'on puisse récupérer les fans. La fan direct. Voilà, ici. Et puis là, après, on va le couper à peu près par ici. Voilà. D'accord. Donc ça... Voilà, il est très tendre. Hein. Est-ce que la façon de tailler le légume a une influence, selon toi, sur son goût, sur sa cuisson Alors, dans ce cas-là, oui, parce que du coup, ça va cuire un peu plus vite. Après, souvent de fois, les chefs, ce qu'ils font sur les gros daikons, c'est qu'ils les passent à la machine pour en faire des lamelles. Et des fois, c'est très dommageable parce que du coup, ça n'a pas le même goût sur l'extérieur que sur l'intérieur. Ah ouais, c'est ça. Parce que là, du coup, on va faire des palets, pour le coup, de 1 cm. Ça te va comme ça? Des petits voilà. Des palets, c'est bien. Donc là, c'est la partie plus tendre. C'est la partie la plus tendre. tendre. Moins poivrée. Moins poivrée, voilà. Le cœur des navets, carottes et radis subissent la même opération et leurs parties inférieures, elles, sont découpées en petits dés. Et la cuisine, là, tu es autodidacte ou tu as appris au contact de quelqu'un? Autodidacte surtout, même si j'ai des chefs qui me donnent un petit peu, comme Hélène travaille avec des chefs. Oui, il y a une interaction. Il y a une interaction qui se fait et du coup, il me file des petits trucs et astuces pour faire évoluer ma cuisine et c'est très bien. C'est joli en plus. Oui, c'est beau ça. Regarde ce que c'est beau ça. La nature est bien faite. C'est beau. On voit bien en plus qu'ils sont bien juteux. Oui, c'est vrai. C'est étonnamment doux. Hein. Oui. Donc là, on va les recouper en 3, les fans. Ces fans me mettent en joie tellement elles sont belles et vigoureuses. Alors ça, c'est très très bon. Hein. C'est un petit peu dommage. Il y a beaucoup de gens qui jettent bien ça. Sûr. C'est-à-dire que c'est rare que les fans soient aussi belles en fait. Hein? Cette partie-là, qu'on va garder, qu'on va passer au wok avec nos carottes râpées. D'accord. Et après, on va garder la partie haute qu'on va ciseler à la fin et qu'on mettra tout en fin de cuisson. D'accord. Et cette partie-là, on va la récupérer, on va bien la laver et on la mettra avec nos dés pour faire le bouillon. Ce que j'aime bien, c'est que ta recette témoigne d'une vraie connaissance du légume, ce qui est normal, puisqu'évidemment, vous les faites grandir et vous les accompagnez dans leur croissance et dans leur vie. Mais l'idée de découper le légume de la fan vraiment voilà, jusqu'au bout de la racine et de lui faire subir des traitements différents, je trouve que c'est intéressant comme approche. C'est aussi une approche de la permaculture, de se dire que tout peut être consommé, tout peut se récupérer, etc. Oui, bien sûr. Zéro déchet. C'est joli. C'est plus l'harmonie que je regarde un petit peu là, que les quantités. Voilà. On va mettre de l'eau dedans, à peu près aux 3/4. Tac. On va pas le faire bouillir. Vraiment, ça va cuire tranquillement. Voilà, 40-45 minutes. Et des légumes, ça se surveille comme le lait sur le feu. Comme le lait sur le feu, oui. Frédéric y ajoute une sauce maison, mélange de sauce de soja, de sucre roux et d'un piment frais cultivé par Hélène, bien sûr. 3 cuillères à peu près. J'y ajoute quelques tranches de poitrine fumée pendant que Frédéric passe quelques morceaux de carottes à la mandoline. C'est une vraie cuisine de chef que tu fais. C'est quand même assez élaboré. On passe beaucoup de temps dans la cuisine. Ouais. C'est quelque chose d'important ici, en fait. Avec vos filles aussi? Oui, c'est aussi une façon d'instruire. Puis le repas, c'est important. Enfin, dans une vie de famille, on partage plein de choses à table. C'est un peu le principe d'une soupe de campagne, où on met un bout de lard pour parfumer, sauf que tu l'as carrément modernisé. Mais on pourrait mettre du poisson de la même façon. C'est pas... Oui, du poisson fumé, tu veux dire? Exactement, exactement. Ouais. Les légumes débités en palets et en lamelles sont saisis à la poêle avec le lard coupé en petits morceaux. Et on va déglacer avec le bouillon qui est en train de se préparer. Ah, d'accord. Voilà. Et on va mettre à couvercle pour confire tranquillement. Voilà. Pour les légumes sautés et en bouillon de Frédéric, prenez un gros radis blanc, le daikon, 2 grosses carottes, 3 navets, un radis violet asiatique, 2 cébettes, 3 cuillères à soupe de sauce de soja maison sucrée et pimentée, 200 g de poitrine fumée et quelques herbes fraîches diverses. Il vous faudra 100 g de udon, les pâtes de blé japonaises, et enfin 4 cuillerées à café d'œufs de hareng et quelques cuillerées de purée de yuzu pour finaliser les assiettes. Frédéric met une dernière série de légumes en julienne, les fait revenir au wok, puis lance à côté la cuisson des nouilles japonaises durant 10 minutes.
Il y a Hélène qui va nous rejoindre parce que je vois que tu fais 3 assiettes. C'est ça. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Elle aime bien. Bah oui, quel goût de ces merveilleux légumes. Produit, voilà, on va mettre un petit bout comme ça. Frédéric ponctue son plat d'une cuillerée de hareng, de quelques fleurs comestibles et de quelques jeunes pousses d'herbes sauvages. Le résultat est pour le moins esthétique. Très jolie assiette. C'est une assiette de chef, ça. Hein. Chef de famille, je garde mon rôle quand même. Hein. Magnifique. Alors là, bravo. Tu as fait honneur à la ferme d'Hélène. On a tellement de goût et de texture en même temps dans une bouchée, c'est extraordinaire. Hein. Comment tu es venue au maraîchage? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui t'a amené à ça, l'envie d'être les mains dans la terre? Le projet s'est un petit peu présenté comme ça. Frédéric et Stéphanie m'ont dit, écoute, ici il y a de la terre, il y a ce qu'il faut. Ben, pourquoi pas essayer de créer quelque chose, une petite ferme. Et c'est vrai que l'idée nourricière de nourrir les autres, c'est quelque chose qui m'a tout de suite parlé et porté, quoi. Bah, écoute, en tout cas, c'est le cas aujourd'hui, hein, et on est bien nourris. Et finalement, il y a assez peu de matière quand on y pense. Là, il y a un ou deux daikons, quelques carottes, et puis ça fait un repas complet. Bah, vous connaissez pas les carnets de Julie, hein, parce que ça, c'est une demi-entrée. Hein. Je continue de longer la Loire pour me rendre jusqu'à la prochaine recette. Sur les rives, on peut croiser quelques troupeaux de bovins profitant du plein air. Ce sont ceux de Benoît Roland, un jeune éleveur engagé qui a 2 credos, redévelopper la race confidentielle des vaches nantaises et participer au retour des fermes périurbaines. C'est vrai que se balader en tracteur dans la ville, c'est toujours un peu particulier, surprenant. Ça surprend plus, je pense, les citadins que moi. On est la première ferme après la ville et c'est important de limiter cet étalement d'espace urbain. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience des élus à maintenir cette aire agricole qui reste productive. La proximité de la Loire rythme la vie du troupeau et la méthode d'élevage de Benoît. Je suis très en lien avec la Loire et dès qu'il y a des gros coefficients de marée, à partir du mois de décembre, c'est clair, toutes les vaches, on les rentre, on fait une transhumance à la ferme dans les bâtiments. Et puis pareil, après les grandes marées du mois de mars, tout le monde va dans la vallée. Les terres inondées par la rivière donnent une herbe parfumée et grasse dont les vaches raffolent. Cette alimentation sauvage participe à la singularité de cette espèce. Donc c'est des animaux bien musclés, bien robustes, solides, pour une croissance lente aussi. Nous on ne recherche pas une croissance très rapide avec des vaches qui sont adultes à 3 ans. Nous, une nantaise, elle est adulte à 6 ans. Quoi. Dans les années 30-40, il y avait 150 000 bovins nantais. Et dans les années 80-90, il y avait plus de 30 vaches. Donc il y a eu tout un travail de sauvegarde. Et aujourd'hui, on a réussi à sauvegarder la vache nantaise. Donc il y a 1200 femelles reproductrices. Élever une race en lien avec son terroir, je trouvais ça hyper cohérent. Et avec tout le projet derrière aussi de faire reconnaître cette vache aux Nantais. Nous aurons l'occasion de retrouver Benoît et de goûter sa viande nantaise lors de notre banquet. Mais il faut maintenant poursuivre notre route le long de la Loire. C'est un pan perdu sur l'Atlantique, c'est exotique. Nous voilà partis maintenant pour découvrir Varade, qui est à côté de la chapelle Saint-Sauveur. C'est l'endroit où réside Arnaud. Arnaud est pêcheur professionnel. Et dans la Loire ou dans l'Erdre, il pêche des silures, des lamproies, des anguilles et de la brème. On l'a un petit peu perdu dans les usages parce qu'il est truffé d'arêtes. Mais il est néanmoins délicieux et quand on sait bien le cuisiner, vous allez voir que c'est une petite pépite. See the ghost up on the hill. Watch as the ocean turns to still. Watch as the fire burns to ash. C'est mon bureau de plein air, on va dire. Bon, aujourd'hui il fait gris, mais des fois il fait beau, c'est super agréable. Donc l'Erdre est un affluent de la Loire. Donc elle a été chenalisée, c'est Napoléon qui avait fait ça, pour faire une jonction entre le canal de Nantes à Brest, pour pouvoir à l'époque transporter au niveau fluvial les marchandises. Long d'une centaine de kilomètres, l'affluent de la Loire est toujours très fréquenté.
Si la qualité de l'eau et la présence des poissons sont parfois menacées par des microalgues toxiques, l'Erdre est régulièrement contrôlé par un observatoire scientifique depuis 2005. Les 3 derniers pêcheurs professionnels en eau douce, dont Arnaud Guéret fait partie, y sont également vigilants. Il est vital pour eux de préserver leur activité artisanale. C'est un métier qui est avant tout un métier passion. Et puis un métier qui permet aussi de faire perdurer effectivement le patrimoine non seulement culinaire des bords de l'eau, mais aussi un savoir-faire, je pense aux techniques de pêche, etc., qui datent quand même des années du Moyen-Âge pour certaines techniques. C'est quand même pas mal. Enfin, je trouve que c'est rigolo. Sur les bords de Loire, Arnaud pêche à la nasse des poissons migrateurs, tels les lamproies, brochets ou cendres, qu'il vend aux restaurateurs du coin. Mais ici, sur l'Erdre, il pratique une pêche au filet. À leur recherche, il laisse son embarcation dériver le long des berges ensoleillées. Alors là, j'enlève le filet que j'ai posé hier soir. J'ai en ce moment, comme d'habitude, on les tend à la tombée de la nuit, on les relève au lever du jour. Des filets de 50 mètres de long et de 4 mètres de profondeur pour attraper les poissons carnassiers. Donc là, on cible plutôt le poisson comme silure, cendre, brochet, ce qu'on appelle les poissons sédentaires, style brème, ce que je suis en train de d'émailler. Traditionnellement, sur les bords de Loire, la brème était consommée très régulièrement par les gens du bord de l'eau, quoi. D'ailleurs, il y a une recette traditionnelle qui est la brème farcie, quoi. Alors cette brème, eh bien là, elle est de taille très correcte. Elle va être impeccable pour le banquet. Le temps que j'arrive jusqu'à la maison de notre pêcheur, Arnaud a déchargé ses poissons, rangé ses filets et mis notre brème en cuisine. Bonjour, s'embrasse. Bonjour Arnaud. Bienvenue. Merci. Ah, le voilà ce beau poisson. Oui, la voici brème. la brème. Tu sais que c'est la première fois que je vois une brème. Hein. Je savais même pas que ça Ah bon existait. Ça se cuisine fréquemment ici? Et traditionnellement, sur les bords de Loire, sur les bords de l'eau en général, la brème farcie, c'était vraiment une recette traditionnelle. Bon, après, tu vas voir, je l'ai un petit peu modifiée aussi, quoi. Ah bah tu me montres alors. Nous débutons la recette classiquement en préparant la base de notre farce avec 150 g de mie de pain de campagne légèrement rassise et trempée dans du lait. D'accord. Alors, on va ciseler les échalotes et après, c'est un peu l'originalité de ma recette, c'est qu'on va mettre du mulet fumé. Ah oui, tu pêches du mulet aussi. Ouais, tout à fait, sur la Loire. Eh ben, écoute, donc on va rajouter un peu de mulet fumé. Voilà, je vais te laisser. remplacer à la maison si on n'a pas de mulet fumé, c'est pas hyper courant, par du saumon. Du saumon, du maquereau, voilà. Ouais. Arnaud va tailler le filet de 200 g environ en lardons. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, le mulet fumé? Je trouve très, très agréable en bouche, il a une bonne mâche. Et après, c'est un goût assez atypique qu'on ne retrouve pas dans les autres poissons fumés. D'accord. Donc nous, on fume au bois de hêtre, essentiellement, et on sale au sel de Guérande. Haute spécificité, je vais rajouter les tomates séchées. Ah d'accord. Que je fais moi-même. Que tu fais toi-même aussi, Voilà. d'accord. Donc là, j'en mets 25 g pour la recette. Tiens, tu m'en fais goûter une? Pétale de tomate. Waouh, tout fin en plus. Super bon. Ouais, ça relève bien, et justement, dans la farce, tu vas voir, ça s'équilibre bien. Arnaud émince les tomates. À l'ancienne. Avec le hachoir manuel. Avec le hachoir, j'aime bien. Quand j'ai le temps de cuisiner, c'est agréable. Et je presse les gousses d'ail avant de les saisir à la poêle avec du beurre. 50 g de beurre salé. Il est déjà salé. Demi-sel, forcément. Voilà, évidemment. Dans la région, on est quand même anciennement en Bretagne. Exactement, la pierre de Bretagne est pas loin. Ouais. Elle est à 5 km d'ici. Pendant que notre pêcheur hache finement au mixeur cette fois-ci du persil et de la ciboulette, je fais fondre l'échalote avec le muscadet. Dans le pays. Est-ce qu'on fait quelque chose sans muscadet, en fait, dans la région? Je me demande. Je sais pas. Et toi, tu es natif de la région? Pas du tout. Du tout. Moi, je suis originaire de Cherbourg. Ah, d'accord. Enfin, il y a de la pêche aussi à Cherbourg. Hein. Exactement, mais je connaissais pas la pêche en eau douce avant d'arriver dans la région, quoi. Est-ce qu'il y a une raréfaction des poissons, des espèces, comme ça peut être le cas en mer, dans la pêche
Alors, moi, ça fait 17 ans aujourd'hui que je suis installé. Alors, il y a des gros changements, notamment sur l'anguille. L'anguille, il y a eu une diminution voilà, des ressources. Par contre, sur la lamproie, la lauze, on a plutôt une stabilité, plutôt avec des bons passages de poissons. Non, mais ça, c'est une bonne nouvelle. Nous ajoutons dans notre farce la tomate séchée et les dés de mulet fumés. Ah, mais vas-y. C'est bon parce que il y a un côté un peu gras dans le poisson. Ça me rappelle un peu l'anguille, justement. Alors que pourtant, le mulet, je ne l'associais pas à un poisson gras. C'est plus sec, ouais. Mais c'est fondant, c'est moelleux. Ah ouais, très. C'est très agréable comme poisson. Ensuite... Ça sent bon, hein? Ça sent très bon. Tomate séchée et le mulet, là, c'est une folie. Je jette le pain gorgé de lait dans la poêle. Voilà, tu mélanges un peu le pain. Là, on va mettre un tout petit peu de crème fraîche. D'accord, ça ne nuit pas. Je suis quand même normand. T'es quand même normand, faudrait pas l'oublier. Puis nous ajoutons dans la foulée une bonne rasade de muscadet, les herbes fraîches coupées, un œuf entier, l'ail, le jus d'un demi-citron et du poivre. Bon, on est bon, là, j'emporte ma farce? Ouais, et puis on va s'occuper du poisson maintenant. Oui. Non, tu beurres pas le plat, tu vas voir. Ah bon, J'ai ma petite, d'accord. Mon petit truc. Je vais mettre quelques rondelles de citron dessous. Ouais, pour qu'il soit un petit peu en suspension. Voilà, pour pas qu'il colle à la plaque. Ouais, et puis que la chair soit pas trop cuite aussi, j'imagine. Voilà. Donc là, tu l'as juste écaillé. Alors, et coupé, écaillé, vidé. Ouais, c'est ça, vidé, bien sûr. Barbé. Barbé, tu vois, il y a plus les ailerons, les nageoires et la queue. Voilà. Donc là, on va y faire quelques petites incises. Comme ça. Pour qu'il cuise mieux. Voilà. Et puis que le jus pénètre bien. Alors, on l'ouvre et on le farcit. Voilà. Allez, je te le tiens. Ah oui, il y a une vraie belle cavité, là. Il y a de quoi faire. Alors, tu vois, Julie, j'ai enlevé les ouïes du poisson. Je trouve que ça donne un goût amer et j'aime pas trop. Ah, mais ça, c'est bon à savoir. Je préfère toujours enlever les ouïes. Arnaud referme le poisson à l'aide de pique et je l'accommode de quelques noix de beurre, de rondelles de citron et d'un dernier trait de vin. Cela fera le jus de cuisson. Et voilà. Donc là, on va pouvoir enfourner. Et donc, grosso modo, il faut bien 1 heure de cuisson. Alors, toutes les 10 minutes, on va renourrir. D'accord, arrosé. Voilà. Comme un poulet, quoi. Tout le temps, exactement. D'accord. Avec un petit peu de vin, un petit peu d'eau, un peu de beurre. On va rajouter du beurre. J'enfourne la brème dans le four chauffé à 220 sans ventilation. Et je trouve un petit coin pour noter la recette. Pour cuisiner une brème farcie au mulet fumé comme Arnaud, prenez, en plus d'une belle brème entière, un citron coupé en rondelles, du muscadet, 100 g de beurre demi-sel. Pour la farce, comptez 150 g de mie de pain de campagne, 10 centilitres de lait, 2 échalotes et 50 g de beurre demi-sel. 180 g de mulet fumé, 25 g de tomates séchées, 2 gousses d'ail, 2 cuillères à café de crème fraîche, 40 g de ciboulette et de persil, un œuf, 2 cuillères à café de jus de citron et quelques rasades de muscadet. Il ne reste plus qu'à dresser la table et attendre nos convives. Le premier d'entre eux est un invité surprise. Guillaume Macota est un ami d'Arnaud et de Benoît, l'éleveur de vaches nantaises. Guillaume cuisine cette viande confidentielle comme personne. Et il a tenu à nous faire profiter de sa recette. Donc, tu as déjà un peu travaillé, c'est ça? Oui, j'ai un petit peu travaillé en amont. Hop là, et voilà. Ça, c'est le veau nantais en tartare. Le veau nantais de Benoît, ouais. On est sur de la noix de veau. Formidable. Qui a été coupée en tartare. Oui, puisque la noix, c'est un morceau très tendre, c'est ce qu'il faut quand même. Oui, puis je crois que le veau nantais, c'était intéressant de le travailler sur cette recette. Parce que c'est une viande qui est très peu grasse. Donc l'idée, c'est de faire une mayonnaise revisitée. Donc c'est une préparation qui est assez facile à faire à la maison. Guillaume prépare une mayonnaise classique qu'il agrémente de laitue de mer, une algue récoltée sur la côte, de capre et de thon émietté. Le veau, lui, il n'est pas du tout assaisonné. Tu mets juste un tout petit peu de jus de citron et c'est vraiment la préparation qui va l'assaisonner. Donc ça va apporter un peu de sel aussi, ton algue. Exactement, ça va apporter du iodé, du salé, de l'acidité. C'est vrai que c'est surprenant cette idée de mélanger du veau, en l'occurrence, avec du thon. Et quand on goûte ce plat italien qui est très répandu là-bas, qui est très classique, mais on se rend compte que ça fonctionne. Notre préparation fait arriver l'ensemble de la tablée. J'ai invité pour l'occasion Jean-Michel Poiron, vigneron de crus locaux, qui sera notre sommelier tout au long du repas. Bonjour, bonjour, oh là là, mais tout le monde arrive en même temps. Bonjour Jean-Michel. Il est suivi de Sybille, munie de ses macarons salés, et de Benoît, venu goûter le plat de veau nantais. Salut Benoît. Guillaume nous a fait un tartare de vache nantaise, de veau en l'occurrence, au thon. Amélie, la femme d'Arnaud, s'est jointe à nous, et pour entrer dans le vif du sujet, nous picorons les macarons de Sybille.
Hélène, Frédéric et Christian, qui a navigué sur sa gabarre jusqu'à nous, arrivent à temps pour passer à table. Et bonjour Christian. Ouais, très bien. Et toi? Installez-vous. Merci. Ou de la viande. Tiens, chef, je te mets un petit macaron à côté de ton assiette. Merci beaucoup. Merci. C'est très, 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 très bon, très fin. Et ce fameux veau nantais. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier en dehors de cette race qui a failli disparaître? Et tu as participé, je sais, à sa résurrection, on pourrait dire. C'est des animaux en fait qui mangent que de l'herbe. D'accord. Derrière, il y a la sauvegarde d'une race, donc c'est de la biodiversité. C'est aussi en termes d'image, l'image aussi du terroir nantais. C'est une race qui est très musclée. Persillé aussi. Persillé, mais qui a pas de gros morceaux de gras. Donc Oui, mais c'est une justement, chair qui il est est vraiment infiltré, très le gars. tendre, très juteuse. Puis c'est des belles vaches en plus. Très tendre. Elles sont très belles. C'est vrai que nous, l'objectif, c'est de faire connaître et reconnaître cette vache par tous les Nantais, quoi. C'est la Loire qui nous relie en fait. Mes vaches sont au bord de la Loire. Oui, c'est ça. Mais ce qui est amusant, c'est que dans ta recette, Guillaume, si on ne le sait pas, on ne peut pas deviner qu'il y a du thon. Hein. Oui. On est d'accord. Ah, moi, je trouve qu'il y a un petit... Tu le sens vraiment, ouais. alors en texture peut-être, mais en goût... Non, je sais pas. c'est à la peut-être fin, il y a l'algue un alors. petit, on va dire. Ouais, ça va apporter Une petite douceur. un peu de douceur à la préparation. Pour la suite du menu, Frédéric est parti côté cuisine, finaliser ses assiettes de légumes. Oh là là, merci. Une Alors assiette les qui légumes plairait à d'Hélène Sophie Pixar. en version de Frédéric. C'est ça. C'est très féminin comme assiette, c'est magnifique. Il y a que des filles à la maison. Ouais, c'est vrai d'ailleurs. J'ai 3 filles, Hélène et puis ma femme, donc du coup... Et regarde, le résultat, c'est qu'il s'arrache les cheveux. Hein. Voilà, c'est exactement ça. C'est Magnifique, c'est super beau. Plein de cure de vitamines. Pour avoir passé quand même pas mal de temps au Japon, c'est étonnamment fidèle aux textures, non seulement à la présentation, mais aux textures et aux saveurs japonaises. Vous êtes vraiment exactement dans la ligne de ce qu'on pourrait consommer au Japon. Je veux dire, on est assez imprégné de la culture japonaise. Mais oui. Ce qui est assez fascinant, c'est que nous, on a une fascination pour le Japon, pour leurs légumes, etc. Mais eux ont une fascination pour nos légumes. Ouais, ah oui. Ah oui. Et pour notre gastronomie en Pour notre général gastronomie, d'ailleurs. donc du coup, ils sont fans de nos variétés et puis vice-versa. Donc ce sera une autre recette. Et des petits œufs de poisson qu'on voit bien. Du hareng fumé. C'est aromatisé. Ouais. Alors vous allez pouvoir rajouter du mulet fumé parce que moi j'ai goûté ça. Grâce à Amélie qui le transforme et Arnaud, c'est magnifique. Surtout que le mulet, en général, il a une mauvaise presse parce que c'est vraiment un poisson de corps, alors que quand on en goûte un bon, c'est bien sûr, c'est délicieux. Excellent. Ton vin, alors, parce qu'il est exceptionnel. À ta santé. Là, c'est du pinot gris. Hein. Donc, pour ce type de plat, il y a un petit peu d'épices, il y a plein de petites saveurs. Mûr, il y a... Voilà, on est vraiment... Puis même, il y a un côté un peu minéral aussi pour sang. Ouais, ça vient littéralement dans la roche. Hein, parce qu'en fait, moi, la chance que j'ai sur mon exploitation, c'est d'avoir très peu de sol et puis me retrouver directement sur une roche qui est friable, qui est très tendre. Et on a des enracinements qui sont très, très profonds. Et c'est vrai que pour libérer le fruit dans les vins, c'est génial, quoi. Sachant Combien de cépages avez-vous 15 cépages. Oh là là, attention. La Brème farcie. Merci. Est-ce que tout le monde a déjà goûté la Brème déjà Ah oui, c'est ça, je ne suis pas toute seule. Est-ce qu'on pourrait imaginer cuisiner la Brème comme on le fait avec la lauze, à l'oseille pour, soi-disant, désagréger les arêtes? Ça se fait Dans les papilles, c'est super bon. En tout cas, c'est très très bon. La farce, c'est bonne, hein? La région est aussi une terre fromagère et Sybille nous régale d'un beau plateau comprenant du curé nantais et autres spécialités. Et puis, on a le petit mâche-poulet, on a le petit goût, et puis, évidemment, du beurre, avec une jolie vache nantaise dessus. Là, il y a un jeune qui est avec moi sur la ferme. Le projet, on va se donner 5 à 10 ans, ça serait de faire du fromage à partir de vaches nantaises. Et on est plusieurs. Et pour accompagner ces fromages, Jean-Michel nous a réservé un vin exceptionnel. Parce que là, vous goûtez quand même un vin ducal royal sur sa 3e production depuis la Révolution française. C'est un cépage historique. Il a été offert en 1460 par Charles le Téméraire, qui est duc de Bourgogne, à François II, qui est le père d'Anne de Bretagne. Et donc, ce fameux cépage va être conduit à la cour de France. Et Henri IV, quand il va déguster ce vin, il va s'écrier « Diantre que c'est bon !
Ventre Saint-Gris, les ducs de Bretagne n'étaient pas de petits compagnons. Il avait le verbe facile et effectivement, il va le servir au Louvre. Seulement, la fin du cépage, c'est la Révolution française. Parce que Nantes est bleu et révolutionnaire, et à 15 km de là, ils étaient chouans, ils étaient blancs. Et là, ça a été, on va dire, la propriété a été dévastée. Je me doutais bien qu'à un moment, on allait parler des Vendéens. Et c'est grâce à un pépiniériste qui découvre et greffe quelques derniers cèpes cachés de cette variété que le berligoux réapparaît en 1930. Il est décrété cépage rare en 2001. Jean-Michel tente d'en replanter et fait renaître une première cuvée de ce nectar en 2014. Il est exceptionnel. Et alors, je peux te dire que moi non plus, je ne suis pas tout à fait partisan du vin rouge avec le fromage. Et pour finir sur une petite touche sucrée, Sybille a apporté une version plus classique de ses macarons, au caramel et au beurre salé. Tu nous as rapporté encore des macarons? Oh là là. Et là, c'est quoi? Ceux-là, c'est caramel au beurre salé. C'est un festin. Et alors, ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que ces macarons ne contiennent pas d'œufs. C'est quoi le substitut? Ah, c'est ça. Déjà, ça se sent pas au goût, c'est bon signe. En fait, c'est du jus de pois chiche. D'accord. Ils sont top. On a l'impression de manger un caramel mou, c'est fondant. Ah oui. Il y a du talent autour de la table. Hein. Beaucoup de talent. Bravo. Quel beau voyage hein. Au fil de ce fleuve nourricier, au fil de la Loire et de l'Erdre, ne l'oublions pas, qui nous a délivré de si bons poissons et une belle balade d'ailleurs que je ne suis pas prête d'oublier sur cette gabarre. J'espère qu'on vous a donné envie de venir ici, de partager la table, mais aussi les idées, les modes de vie de ces gens qui savent entretenir la mémoire de leur région et puis innover aussi, regardez, comme Hélène avec ses légumes japonais. Alors venez, on vous attend, venez partager ces beaux produits et en attendre, tester les recettes à la maison, mais pour les produits, il faut quand même venir. Salut!